La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Ergonomie de bureau, est-ce que votre entreprise est ergonomique? Mon nom est Marie-Christine Hamel, je suis coordonnatrice aux communications et relations avec les membres et partenaires pour le groupe Entreprises en santé et je serai en compagnie de Mme Véronique Goyette, ergonome certifiée et chargée de projet chez Entrac, qui fera la plus grande partie de la présentation d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à regarder à la droite de votre écran la plateforme en gris. Il s'agit de la plateforme qui vous servira tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet Questions. Vous pourrez nous les transmettre par écrit et nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Mme Goyette. Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur l'ergonomie. Question, vous puissiez mettre un visage sur la voix. Là, je vais activer la caméra si vous nous donnez quelques secondes. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ah, ben voilà, ben bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Véronique Goyette. Comme Marie-Christine l'a mentionné tout à l'heure, je suis ergonome certifiée CCPE et puis je suis également chargée de projet depuis déjà 9 ans chez Entrac. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Entrac, en fait, c'est une entreprise de consultation en ergonomie. Et puis, ça va faire 22 ans là, cet été qu'on aide nos clients partout au Québec, mais aussi au Canada. Ce qui fait qu'à ce jour, là, on a plus de 74 000 travailleurs qui sont formés, mais aussi plus de 20 000 postes de travail maintenant plus ergonomiques. Donc, en gros, on a 5 spécialités, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la diapositive. Puis évidemment, ben, le webinaire d'aujourd'hui va être en lien avec celle de l'ergonomie de bureau. Donc, je vais fermer la caméra pour être sûr qu'on n'ait pas de problème pendant le webinaire. Et une seconde. Voilà. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est pas de parler des principes d'ajustement d'un poste de travail informatique. Donc, on n'abordera pas l'ergonomie de bureau de manière technique, mais plutôt de manière stratégique. Donc, c'est un webinaire qui va s'adresser aux gestionnaires responsables du volet ergonomie ou encore à ceux qui voudraient implanter ou peaufiner leur programme d'ergonomie. Donc, nos deux objectifs aujourd'hui, c'est tout d'abord, c'est de comprendre c'est quoi les actions stratégiques des entreprises qui sont performantes en prévention des blessures. Donc, le but, c'est de vous présenter c'est quoi les actions que ces entreprises-là vont prendre ou encore les processus qu'elles mettent en place dans le but de vous aider à déterminer où se situe votre entreprise à vous, mais aussi par le fait même vous aider à identifier des opportunités d'amélioration. Donc, notre expertise des dernières années, les dernières recherches aussi en ergonomie de bureau nous a permis d'identifier 3 grandes catégories d'actions que font les entreprises performantes. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui plus spécifiquement. Donc, dans un deuxième temps, on veut aussi vous donner des repères en lien avec les nouvelles tendances en ergonomie de bureau, dont on parle par exemple des surfaces de travail qui sont ajustables, les postes de travail multi-écran, les postes non assignés qu'on appelle aussi des fois les postes flexibles, et puis le télétravail. Donc, il y a sûrement certaines de ces tendances-là que vous avez déjà adoptées dans votre entreprise ou encore qui vont l'être dans le futur. Donc, l'idée, c'est de vous aider à valider est-ce que c'est une alternative qui est intéressante pour vous. Puis, ben, si c'est le cas, ben, vous présentez c'est quoi les éléments clés que vous devriez considérer pour vous assurer que l'implantation va être réussie. Donc, comme Marie-Christine l'a dit, on a 45 minutes ensemble, donc on va s'assurer de garder quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Donc, tout d'abord, avant de parler des 3 actions stratégiques que vous voyez à l'écran, donc j'ai déjà volé le punch, vous pouvez déjà avoir une idée où se situe votre entreprise en regardant sa façon d'aborder l'ergonomie, c'est-à-dire en déterminant est-ce qu'elle intervient de manière proactive ou encore de manière réactive. Donc, dans une entreprise qui est réactive, les problèmes ergonomiques, on va les adresser plutôt un par un ou au fur et à mesure qu'ils surviennent. Par exemple, si j'ai un employé qui développe un tunnel carpien ou une tendinite à l'épaule, ben, les actions vont plutôt se limiter à ce qu'on pourrait appeler la gestion du dossier. À l'opposé, une entreprise qui, elle, va être proactive, elle va mettre en place un processus de gestion qui est intégré de l'ergonomie, selon 3 grandes catégories d'actions, c'est celle que vous voyez ici à l'écran. Donc, la gestion des risques, la formation des employés, puis aussi la prise d'action rapide quand il y a des inconforts ou des blessures qui surviennent. Donc, si on regarde en détail là, pour la gestion des risques, ce que c'est qu'avant même qu'un événement survienne, l'entreprise va identifier les postes ou encore les départements qui sont plus à risque de par la nature du travail qui est fait, par exemple. Puis ensuite, ça va lui permettre de prioriser les actions selon les risques qu'elle va avoir identifiés. Après ça, elle va agir proactivement en faisant l'analyse de ces postes-là, puis en mettant en place des moyens pour éliminer les risques à la source. Maintenant, concrètement, ça peut ressembler à quoi ces moyens-là? Eh bien, ça peut être, par exemple, d'identifier des critères de conception
pour choisir des équipements ou son matériel de bureau. Donc, en choisissant des critères qui sont reconnus, par exemple, on a ceux de la norme CSA Z412 là, qui sont fréquemment utilisés. Bien, on s'assure de fournir aux employés des équipements qui vont respecter les repères ergonomiques, puis qui vont avoir aussi une plage d'ajustement qui va répondre à la majorité des employés. Ça peut être aussi, par exemple, de monter une banque d'équipements standardisés, donc qui auront été validés selon les critères, comme on vient de le dire, pour les responsables des achats. Donc, on s'assure que les gens qui sont responsables d'acheter des équipements ou de mobilier, bien, on va éviter de faire des erreurs dans la sélection de nouveaux matériels, par exemple. Un autre exemple, ce serait de faire l'ajustement systématique des postes de travail. Donc, de ne pas attendre qu'il y ait des inconforts, mais d'adresser tout de suite ces éléments-là. Par exemple, à l'embauche d'un nouvel employé, généralement, on va lui donner une formation, on va lui donner des informations techniques dans sa formation d'accueil, mais l'idée, c'est aussi de lui donner de l'information sur son poste de travail, sur ses équipements, puis comment bien se positionner. Puis ça, bien, selon le contexte de l'organisation, ça peut se faire de différentes manières. Par exemple, ça peut être une ressource qui est formée à l'interne, qui fait les interventions, ou encore ça peut être une ressource externe. Ça peut aussi être des interventions qui sont individuelles ou de groupe. Dans le fond, peu importe la façon où c'est fait, ça va dépendre surtout de la culture et de la structure de l'entreprise. Finalement, je vous dirais, le dernier moyen là, qui est probablement le plus efficace pour éliminer les risques à la source, c'est les entreprises qui vont intégrer l'ergonomie dès la conception de leur espace de travail. Donc, que ce soit un agrandissement ou une modification d'un espace existant, l'idée, c'est qu'en intégrant dès la conception, dans le fond, les critères ergonomiques, par exemple, si vous êtes à l'étape des plans, c'est un bon moment pour le faire, puis en validant surtout les besoins des utilisateurs, bien, on s'assure de créer un environnement de travail qui va être sécuritaire, tout en favorisant aussi l'efficience des gens au travail. Donc, ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, c'est celui de la formation. Donc, une fois qu'on a la base qui est établie, bien, l'idée, c'est d'outiller les gens selon leur rôle, mais aussi selon leurs responsabilités, puis ça, c'est valide à tous les niveaux. Par exemple, pour les employés, mais ça veut dire les rendre autonomes puis habiles à ajuster leur équipement, puis aussi adapter leur méthode de travail. Pour quelqu'un, par exemple, qui serait responsable des achats, bien, ça serait de connaître c'est quoi les critères de conception ergonomique pour choisir les bons équipements. Un autre exemple, ce serait pour les responsables des immeubles. Donc, ceux qui vont concevoir les espaces de travail, bien, eux devraient connaître, par exemple, les repères d'ergonomie de conception. Ça peut être aussi de former des personnes ressources à l'interne. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour intervenir rapidement quand quelqu'un a des inconforts ou encore pour les nouveaux employés. Puis, ce qui est important de préciser, c'est que souvent, on va oublier les gestionnaires. Mais la formation, ça s'applique aussi pour les gestionnaires parce que c'est eux qui vont devoir encadrer le programme qui va être mis en place. Donc, c'est bien de leur donner un minimum de repères et de support pour qu'ils puissent assurer le leadership puis assurer aussi le suivi efficacement de ce programme-là. Donc, finalement, le dernier élément, c'est que c'est super important de se rappeler que toutes ces actions-là qui sont liées à la formation, c'est pas juste à faire une fois dans le temps. Donc, les gens vont changer, il y en a qui quittent, il y en a d'autres qui arrivent, les gens vieillissent, leurs capacités changent, puis tout simplement, bien, les gens vont oublier avec le temps nécessairement. Donc, ça fait que la mise à jour des compétences puis le suivi, c'est aussi important, sinon plus que la formation initiale. D'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises, il y en a qui investissent beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour faire de la formation, puis ils font un bon travail à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne mettent pas en place de processus de suivi. Puis ben, ça fait qu'à moyen ou à long terme, ben, ils n'ont pas nécessairement l'impact qu'ils auraient souhaité avoir. Finalement, la dernière catégorie d'action, c'est d'agir rapidement quand il y a des inconforts ou une lésion qui survient. Donc, dans le fond, là, si on garde ça simple, c'est plus on agit vite, plus c'est facile de limiter les dégâts, tout simplement. Donc, concrètement, là, ça implique de faire 3 choses. La première, c'est de mettre en place un processus de déclaration des inconforts et des douleurs. Donc, le processus, qu'il soit formel ou informel, ça n'a pas nécessairement d'importance, que ce soit fait par une personne responsable ou, par exemple, à l'aide d'un formulaire. Dans le fond, ce qui est important, c'est que le processus, premièrement, il soit connu des gens. Donc, les gens savent où aller, qui aller voir, quoi faire, mais aussi, il faut qu'il soit positif. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est que le fait de déclarer les douleurs vont amener une réaction puis des actions qui vont être positives pour que les gens le fassent réellement. Donc, ça, essentiellement, ça dépend surtout de la culture de l'entreprise. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans une entreprise où c'est mal perçu de dire qu'on a mal, donc que ce soit par les collègues ou les gestionnaires, bien, c'est sûr qu'il y a un travail à faire là, avant de pouvoir implanter ce genre de mécanisme-là, mais c'est important de faire ce travail-là. Ensuite, quand il y a des inconforts ou des blessures, bien, il faut agir rapidement pour éviter qu'il y ait une aggravation ou encore que les gens partent en absence. Donc, c'est important de faire l'analyse du poste de travail, puis d'amener rapidement les corrections, que ce soit au niveau de l'aménagement, au niveau des équipements ou encore au niveau des méthodes de travail.
Puis ben ça s'applique aussi dans le cas où on a quelqu'un qui est en retour suite à un arrêt de travail. Donc, c'est le même principe. Si quelqu'un est parti pour un trouble musculo-squelettique, par exemple, ben, il faut faire le même processus que quelqu'un qui déclare les douleurs. Donc, il faut s'assurer que le poste est sécuritaire, que les méthodes sont adéquates, que l'aménagement est adéquat, parce que c'est sûr que si on met quelqu'un dans un poste de travail donc qui est identique à quand il s'est blessé, ben, les probabilités que les problèmes reviennent, bon, évidemment, sont plus grandes. Maintenant, si on résume au niveau des 3 actions, ce que vous devez retenir, c'est que pour être performant dans la gestion de l'ergonomie de votre entreprise, c'est important de mettre en place une fondation qui est solide, qui va vous permettre premièrement de prévenir en amont les enjeux ergonomiques, donc qui est la première catégorie d'action, la gestion des risques. Deuxièmement, qui va vous permettre d'outiller puis de responsabiliser vos employés. Puis ça, il faut que ça soit fait de manière spécifique selon leur rôle, selon leurs responsabilités, donc qui est la deuxième catégorie d'action. Puis finalement, quand il y a un problème, c'est tout simplement d'agir le plus vite possible. Donc, non seulement ça va vous permettre de garder vos employés en santé puis performants, mais aussi ça va vous permettre d'adresser d'autres enjeux qu'on ne pense pas nécessairement, comme par exemple l'absentéisme ou le présentéisme, d'assurer une meilleure productivité, puis aussi, d'un autre point de vue, d'assurer de favoriser la rétention de votre personnel. Donc, c'est tous des éléments positifs que vous allez pouvoir en soutirer. Donc voilà, ça fait le tour pour les actions stratégiques. Maintenant, pour ce qui est des grandes tendances, en fait, mon objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter c'est quoi le regard de l'ergonome par rapport à ça, mais surtout de vous donner des repères supplémentaires pour vous aider à guider vos choix dans le futur. Donc, la première tendance dont je voulais vous parler, c'est celle de l'utilisation de plus en plus fréquente de surfaces de travail ajustables à hauteur. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bien, en fait, c'est l'identification de la sédentarité qui, elle, est liée à la position assise statique prolongée, comme étant à l'origine de plusieurs problèmes de santé. En fait, là, il y a plusieurs études scientifiques qui ont établi le lien entre la sédentarité et les maladies chroniques. Puis ça a été beaucoup repris dans les médias, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. D'ailleurs, ça a amené plein de nouvelles expressions comme sitting is the new smoking ou encore sitting kills, moving heals, sitting disease. Il y en a vraiment plusieurs, je suis certaine que vous en avez déjà entendu. Un aspect qui est intéressant de mentionner, en fait, c'est que l'Agence de la santé publique du Canada investit dans une initiative qui s'appelle l'antikylosure. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. En anglais, ça s'appelle le Sit Kicker. Puis en fait, cette initiative-là, c'est justement pour objectif de dynamiser le travail dans plus de 1500 entreprises au Canada. Donc, on voit là que c'est une tendance qui est là pour rester. Maintenant, considérant que le travailleur de bureau passe en moyenne 80% de son temps assis, ben là, ça fait du sens de s'attarder à cette problématique-là. Puis d'ailleurs, on ne se cachera pas, les fabricants de mobilier, ils ont clairement flairé la bonne affaire, donc il y a de plus en plus d'options et d'équipements qui sont disponibles sur le marché. Par contre, avant de changer toutes vos surfaces de travail, ben, il y a plusieurs choses à considérer, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, tout d'abord, ben, c'est quoi les avantages des surfaces de travail qui sont ajustables? Ben, le premier avantage, ben, tout simplement, ça permet de varier les postures de travail, d'être plus actif, en évitant d'être en position assise statique prolongée. Donc, ça répond à l'objectif initial qui est de dynamiser le travail. Ça, c'est positif. L'autre élément, c'est au niveau de l'éveil cognitif. Donc, vous avez sûrement expérimenté quand vous revenez du lunch, puis qu'on s'assoit à notre bureau, on a tendance à s'endormir un petit peu, on est moins alerte, tout ça. C'est sûr qu'en se levant debout, en bougeant, on active notre métabolisme, on est plus actif. Donc, définitivement, il y a un impact positif au niveau de l'éveil cognitif. Donc, ça, c'est un autre aspect positif du travail debout. Ça permet aussi de se démarquer comme employeur. Donc, ça, c'est vrai de plus en plus avec les nouvelles générations. Par exemple, les jeunes professionnels, ils recherchent de plus en plus ce genre d'équipement-là, puis ce genre d'environnement de travail-là. Ensuite, un aspect intéressant, c'est que ça permet d'ajuster la surface de travail à une hauteur qui est personnalisée. Ça, c'est vrai debout, mais c'est vrai aussi assis. D'ailleurs, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'en ergonomie de bureau, vous l'avez peut-être déjà expérimenté chez vous, là, mais un des problèmes qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les surfaces de travail qui sont trop hautes. Les fabricants de mobilier offrent encore des bureaux aujourd'hui, des bureaux qui sont à une hauteur standard de 29 pouces. Le problème, c'est qu'à moins d'avoir un tiroir clavier, 29 pouces, ben, c'est trop pour la majorité des gens. Par contre, c'est que si j'ai une surface de travail qui est ajustable et qu'elle a une bonne plage d'ajustement, ben là, je peux vraiment venir personnaliser la hauteur de mon bureau. Puis ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que je peux le faire sans les gens de la maintenance des immeubles. Donc, si j'ai un système à panneaux, j'ai beaucoup de
j'ai beaucoup de roulement de personnel, beaucoup de changements à l'interne, je veux réadapter la hauteur du bureau, il faut que je fasse venir les gens des immeubles ou de la maintenance, c'est compliqué, ça demande des sous puis de l'investissement. Alors qu'avec une surface ajustable, ça devient très, très simple de le faire tout seul. Donc, c'est sûr que c'est un autre avantage qui est intéressant à considérer. Maintenant, s'il y a deux choses importantes que vous devez retenir aujourd'hui au niveau des tables ajustables, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, la première, c'est que la plage d'ajustement considérée, c'est 25 à 49 pouces pour ce genre d'équipement-là. Donc, ça, c'est basé sur des données anthropométriques pour répondre aux besoins d'environ 90% de la population. Donc, on parle de la femme du 5e centile à l'homme du 95e centile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de base que vous allez trouver sur le marché, en général, ils vont s'ajuster en 27 ou 28, puis pour le travail debout, ça va aller jusqu'à 42 ou 43 pouces. Donc, on s'entend que ça, c'est insuffisant. Maintenant, l'idée, c'est de vous assurer de faire un bon investissement. Donc, c'est important, avant d'acheter ce genre d'équipement-là, de valider la plage d'ajustement de votre fournisseur, donc de ce qu'il vous offre, puis c'est de le challenger un petit peu aussi. Donc, en général, ils sont capables de rentrer dans cette plage d'ajustement-là de 25 à 49, mais ce n'est pas toujours le modèle de base qu'ils vont vous offrir d'emblée. Donc, c'est important de ne pas hésiter à le demander. Ensuite, le deuxième élément, ce n'est pas parce que vous donnez des surfaces ajustables à vos employés qu'ils vont vraiment les utiliser. Donc, c'est Dominique chez nous là, qui parlait avec quelqu'un d'une grosse entreprise pétrolière dans un congrès aux États-Unis. Puis le monsieur, en fait, lui expliquait qu'il avait investi, puis qu'il avait mis des tables ajustables partout dans plus de 1000 postes de travail, donc dans différents bureaux d'affaires. Puis tout ça, en fait, pour se rendre compte, après 6 mois, qu'il y avait à peu près 15% des gens qui les utilisaient vraiment. Donc, si vous voulez éviter de vous ramasser dans une situation qui ressemble à celle-là, où vous assurez en fait que vos tables sont ajustées, sont utilisées de manière optimale, mais surtout de manière durable, ça vous prend 3 choses que vous devez faire. La première, il faut s'assurer qu'on choisit le bon équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un équipement qui est adapté à mes utilisateurs, mais c'est un équipement qui est adapté aussi à la nature du travail qu'ils vont devoir faire. Ensuite, le deuxième élément, il faut former. Donc, c'est pas étonnant, il faut outiller les gens, qui comprennent comment fonctionne cet équipement-là, quels sont les avantages qu'ils vont en tirer, puis surtout comment ils doivent l'ajuster de manière adéquate. Puis finalement, le dernier élément, c'est d'encadrer l'utilisation de cet équipement-là pendant un certain temps. Donc, l'idée, c'est de structurer l'utilisation de la table ajustable, par exemple, pendant 1 mois, pour donner la chance aux gens de vraiment prendre l'habitude. Parce que c'est avec cette habitude-là, en fait, qu'on s'assure qu'ils vont modifier leur façon de travailler puis qu'ils vont vraiment utiliser la table de manière durable dans le temps. Maintenant, si vous désirez implanter ce genre d'équipement-là, c'est quoi les équipements que vous devriez d'abord considérer? Mais tout d'abord, c'est de valider, ça s'adresse à qui ça? Il faut valider en fonction de la nature du travail. Est-ce que ça justifie vraiment? Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, j'ai j'ai des gens de centre d'appel, ils sont assis toute la journée pendant 8 heures de temps, ils n'ont pas l'option de dynamiser leur travail autrement. Donc, pour eux, ça devient une option qui est intéressante. À l'opposé, j'ai un groupe, par exemple, de professionnels, des gens qui sont fréquemment soit sur la route, soit en rencontre à l'interne ou chez des clients. Eux sont déjà très actifs, ne sont pas souvent assis à leur poste de travail. Donc, c'est sûr que pour ce groupe-là, l'avantage qu'ils vont retirer est un petit peu moins important. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est comment ça va être intégré dans l'environnement de travail. Ça, c'est particulièrement vrai si vous êtes dans un environnement en air ouverte. Donc, oui, il y a une question de look, mais il y a surtout une question de fonctionnalité. Donc, comment je fais pour l'intégrer pour pas que ça amène de dérangement puis que ça amène d'inconfort auprès des gens dans l'air ouverte. Le troisième élément, c'est de s'assurer de la compatibilité avec les autres équipements. Le meilleur exemple, c'est par rapport aux caissons de rangement qu'on retrouve souvent sous les surfaces de travail. Donc, c'est de s'assurer que ce caisson de rangement-là, il ne va pas entrer en conflit avec ma plage d'ajustement de mon équipement. Ensuite, quel genre de mécanisme je veux privilégier? Est-ce que je veux électrique, à manivelle, à contrepoids? Il y a différentes options. Donc, l'idée, c'est de valider selon la facilité et la rapidité d'ajustement que je veux avoir de mon équipement, mais il faut aussi anticiper au niveau de l'entretien que va nécessiter le mécanisme que je vais choisir. Puis, finalement, les budgets et gestion des attentes. Essentiellement, c'est qu'en fonction de mes budgets, c'est probable, en fait, que je n'ai pas l'occasion de fournir des tables ajustables partout. Donc, est-ce que je vais créer des attentes auprès des employés, puis est-ce que je suis prêt à les gérer? Pour vous donner des exemples, des fois, il y a des clients, la solution qu'ils vont mettre de l'avant, essentiellement, c'est qu'ils vont créer comme un regroupement de certains postes de travail ajustables en hauteur pour que les gens puissent, au besoin, aller s'installer à cette station-là. Donc, ce n'est pas un poste assigné,
mais ça permet à des gens de dynamiser leur travail aussi sans fournir des tables ajustables à tout le monde. Finalement, comme on vient de le voir, là, selon le contexte, là, selon vos enjeux, selon vos objectifs, des surfaces ajustables, ça peut être une option qui est super intéressante ou au contraire, ça peut être quelque chose qui cadre moins bien dans votre entreprise. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je veux vous rassurer, c'est pas parce que vous n'avez pas des tables ajustables partout que tout est perdu. Okay? Les tables ajustables, c'est un bon moyen pour dynamiser le travail, mais c'est pas le seul. Ce que vous devez retenir, c'est que ce qui est important, c'est de bouger régulièrement pendant la journée, puis ça, c'est peu importe la façon dont ça va être fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la petite référence ici qui est en bas. C'est une étude qui était intéressante, qui était faite par la docteure John Vernikos de la NASA. Donc, elle, ce qu'elle est venue à démontrer, c'est que le plus important pour contrer les effets négatifs de la position assise statique prolongée, c'est tout simplement de changer de position régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se lever, faire quelques pas, se rasseoir, se relever. Donc, elle a même établi, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans son étude, c'est qu'il y avait un seuil de changement de position de 32 fois par jour pour avoir le maximum de bénéfices. Donc, 32 fois par jour, c'est important de préciser que c'est sur la journée complète, donc pas juste au travail, pas juste le 8 heures au bureau, mais c'est ça, par exemple, 16 heures éveillé. Donc, ça équivaut à se lever à peu près aux 20 à 30 minutes. Donc, ce que vous devez retenir, là, c'est que c'est pour avoir un impact sur la santé de vos employés. Il y a plein de solutions qui nécessitent peu d'investissement, donc ce n'est pas nécessairement d'avoir des tables partout. C'est une bonne option, mais vous pouvez trouver autre chose, donc faire preuve de plus de créativité. Puis, un bon exemple, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, par exemple, se lever pendant les appels téléphoniques, pendant les rencontres, tenir ce qu'on appelle des walking meetings, mettre en place des programmes d'exercice, d'étirement, de micro-pauses. Donc, tout ça, c'est des bonnes solutions au niveau organisationnel qui va vous permettre quand même de dynamiser le travail. Puis aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications technologiques. Un exemple, il y a le Stand-Up Timer de Google Chrome. Ça, c'est gratuit, puis c'est une option qui est le fun, que ça permet des petits pop-up, en fait, qui apparaissent là, dans le bas de l'écran, qui permet de rappeler aux gens de bouger. Donc, selon votre contexte, là, il y a plein d'options que vous pouvez mettre en place là, pour dynamiser le travail dans votre environnement. Donc, ça clôt le sujet pour les surfaces de travail ajustables. Maintenant, la deuxième tendance, c'est au niveau des stations de travail avec plusieurs écrans. Donc, on s'entend avec les nouveaux outils informatiques, le fait qu'on passe constamment d'une fenêtre de travail à l'autre, puis aussi de plus en plus d'objectifs sans papier qu'on voit chez nos clients. Aujourd'hui, c'est plus fréquent de voir des postes à 2 écrans plutôt qu'à un seul. Maintenant, c'est évident que l'avantage au niveau de l'efficacité, il est là. D'ailleurs, si vous faites une petite recherche dans Google, là, vous allez trouver plein de références, plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Puis en fait, c'est assez simple là, pour le valider. Si je vous mets juste au défi de retirer le deuxième écran à quelqu'un qui en a pris l'habitude, honnêtement, si vous réussissez à le faire, c'est que vous êtes vraiment un maître de la négociation parce que c'est vraiment pas évident. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ajouter des écrans, ça peut amener autre chose aussi que juste des gains de productivité. Donc, en ajoutant des écrans, on a un impact au niveau du champ visuel qui va être à parcourir. Puis ça, ça peut amener des contraintes posturales au niveau du cou, principalement au niveau de la rotation. Puis ce qu'on doit savoir, c'est que pour éviter ces problématiques-là, la profondeur de la surface de travail doit être adaptée en fonction du nombre, puis aussi en fonction du format des écrans. Maintenant, pour savoir si vous êtes dans une zone optimale, donc si c'est correct, il y a plein de repères ergonomiques qui peuvent vous aider, dont celui sur le champ visuel maximal de la norme CSA Z412. Donc, ce repère-là, ce qu'il dit, c'est que le champ visuel maximal, quand je consulte mes écrans, il devrait être de 70 degrés. Pour vous donner une idée, j'ai fait un petit schéma ici pour l'illustrer. Donc, ce que vous voyez ici à gauche, c'est un poste de travail avec une profondeur de 24 pouces. Puis vous en avez un autre à droite avec une profondeur de 30 pouces. Donc, vous avez un aménagement assez standard. Donc, j'ai 2 écrans de 21 pouces. Puis, ce que vous voyez ici, c'est le champ visuel maximal de 70 degrés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec une surface de 24 pouces, j'ai environ 50% de mes écrans qui ne rentrent pas dans mon champ visuel maximal. Donc, ce qui fait que la tête va devoir bouger de gauche et à droite pour consulter l'information. Ensuite, si je vais avec la surface de 30 pouces, c'est un petit peu le même principe, mais là, le problème est un peu moins important. Donc là, on voit qu'on a environ 1/3 de la surface des écrans là, qui ne rentre pas dans le champ visuel maximal. Donc, l'idée, ce que vous devez retenir, c'est que l'idée, c'est pas juste d'augmenter la grosseur des écrans ou de rajouter des écrans au poste de travail, c'est de s'assurer que l'aménagement du poste permet de le faire tout simplement de manière adéquate
pour limiter les postures contraignantes du cou. L'autre élément aussi à savoir, c'est que l'emplacement des écrans devrait être déterminé aussi en fonction de la fréquence d'utilisation. Donc, si vous regardez à gauche ici, si j'ai mes écrans qui sont utilisés de manière semblable, donc 50-50 par exemple, les écrans devraient être collés puis devraient être centrés par rapport à l'utilisateur devant, comme on voit ici. À l'opposé, si j'ai un écran qui est principal, qui par exemple pourrait être utilisé 75-80% du temps, c'est cet écran-là qu'on va placer au centre, donc centré par rapport à l'utilisateur, puis l'autre écran qui est l'écran secondaire, bien, lui, on va le mettre soit à gauche ou soit à droite. Donc, en résumé, là, les éléments que vous devez considérer pour les stations de travail multi-écran, la première chose, c'est de s'assurer que vos surfaces de travail sont adaptées au nombre et au format des écrans que vous avez, tout simplement, comme on vient de le voir. L'autre élément, c'est, idéalement, on a des écrans de même dimension, mais je vous dirais, ce qui est plus important, là, c'est surtout que la résolution, la luminosité et les contrastes, eux, soient identiques. Pourquoi? C'est parce que si je passe constamment d'un écran à l'autre, en fait, c'est que si mon œil doit se réadapter à chaque fois qu'il passe d'un écran à l'autre, bien, ça amène une fatigue visuelle là, qui peut être relativement importante. Ensuite, l'autre élément, il faut que mes écrans soient déplaçables facilement pour adapter leur position selon la nature des tâches que je fais. Comme on a vu tantôt, est-ce que c'est une utilisation partagée, donc 50-50 de mes écrans, ou si au contraire, j'en ai un qui est principal. Donc, je dois pouvoir réajuster mes écrans facilement. Puis finalement, le dernier point, c'est surtout si vous êtes dans un espace où le dégagement sur le bureau est un peu limité, j'ai beaucoup de papier, j'ai mon clavier, ma souris, tout ça. Ce qu'on va faire, généralement, on va privilégier l'utilisation de bras articulés qui va être fixés à l'arrière de la surface de travail pour justement libérer l'espace devant le clavier et puis devant la souris. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la tendance, je vous dirais qu'il est probablement la plus d'actualité ces temps-ci dans les entreprises qui ont beaucoup d'emplois de bureau, c'est l'aménagement de postes de travail non assignés ou encore, on appelle ça des fois le mode mobile. Essentiellement, ce que c'est que les employés ont plus leur bureau personnel, donc ils n'ont plus leur poste attitré à eux. C'est plutôt un ensemble de postes avec des caractéristiques qui sont généralement différentes, qui vont être mis à la disposition des gens. Donc, soit qu'on réserve le poste de travail à l'avance, ou on utilise le mode le premier arrivé, premier servi. Donc, ça, c'est pas trop étonnant, en fait, que les gros employeurs se tournent de plus en plus vers ça, parce que les coûts immobiliers n'arrêtent pas de monter, bon, tout simplement. Puis aussi, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que le taux d'occupation des postes dans les environnements qui sont traditionnels, donc par exemple l'aire ouverte à poste fixe, est quand même assez bas. Donc, on en discutait là, à la conférence sur la gestion des espaces qui a eu lieu au mois de mai. Donc, ça fait quoi, 3 semaines de ça. Puis, il y a plusieurs entreprises qui étaient présentes qui démontraient, qui avaient fait des études puis qui ont réalisé qu'il y avait entre 30 et 70% de leurs postes qui étaient inoccupés pendant la journée. Donc, que ce soit pour des vacances, maladies ou encore parce que les gens étaient en rencontre ou à l'extérieur du bureau. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, le mode d'aménagement en poste non assigné, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir moins de postes de travail pour un même nombre d'employés. Et donc, nécessairement, ça permet de sauver quand même beaucoup de sous à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de l'avantage financier, il y a quand même des aspects intéressants pour l'utilisateur. Notamment, il y a le fait que ça offre plus de latitude aux employés pour choisir leur espace de travail. Par exemple, que ce soit en fonction de leurs préférences personnelles ou encore selon la nature des tâches qu'ils vont faire d'une journée à l'autre. Puis, à ce sujet-là, justement, il y a une étude super intéressante qui est sortie en 2016, donc qui est récente, qui faisait justement la comparaison entre le niveau de satisfaction entre les gens qui sont dans une aire ouverte traditionnelle, donc avec les postes fixes, puis les gens qui étaient dans un environnement flexible. Puis en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que justement, cette plus grande latitude-là pour choisir son espace de travail, mais ça amenait une plus grande satisfaction au niveau des employés. Donc ça, c'est un autre aspect intéressant à connaître. Maintenant, il faut savoir aussi que ce n'est pas le genre d'environnement qui convient à tout le monde. Par exemple, si on regarde juste au niveau de la nature du travail, si on a des gens qui ont beaucoup de papiers à transporter, des dossiers, ou encore qui vont devoir avoir des conversations qui sont confidentielles, c'est sûr que c'est le genre d'environnement qui est un petit peu moins intéressant. Si on a des gens, par exemple, service à clientèle, marketing, qui sont pratiquement sans papier, qui n'ont pas beaucoup d'équipement, donc ça peut être intéressant pour eux. Ça, c'est bien. Mais si on regarde à l'inverse, si on a des gens du légal, par exemple, de la comptabilité, là, ça peut être un petit peu plus compliqué à implanter. D'ailleurs, un bon exemple de ça, on a une entreprise chez qui on est intervenu, puis ils ont mis en place un projet de mobilité, ça s'est bien passé, mais ils avaient aussi décidé d'intégrer les adjointes, en fait, dans ce projet-là, donc ils étaient mobiles.
techniquement, la nature du travail, de la jointe, il n'y avait pas beaucoup de papier, encore une fois, ça se faisait bien, la mobilité. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que les équipes passaient leur temps à chercher la jointe parce qu'elles n'étaient pas toujours au même endroit. Ça venait beaucoup de perte de temps, de déplacement, d'insatisfaction. Donc, ils se sont rendus compte que finalement, pour ce type d'emploi-là, ce n'était pas une option qui est intéressante. L'autre élément aussi qu'il faut considérer, ça dépend beaucoup de votre culture d'entreprise, ça dépend aussi de vos employés. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans une entreprise qui est plus traditionnelle, où la hiérarchie puis le statut, ça va passer encore par le bureau fermé ou par la grosseur du bureau, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de préparation à faire avant de se lancer dans ce genre de projet-là. Maintenant, si vous voulez en fait aller tout simplement vers ce genre d'aménagement-là, que c'est une option qui est intéressante pour vous, il y a plusieurs conditions de succès qui doivent être mises en place. La première, c'est tout d'abord de s'assurer que les équipements vont posséder une bonne plage d'ajustement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des gens différents qui vont venir s'asseoir à la station de travail, ils vont faire du travail différent, donc c'est important de répondre aux besoins de l'ensemble des gens. Ensuite, c'est que le temps d'installation et de désinstallation doit être optimisé. Si ça prend 15-20 minutes de m'installer tous les matins ou à toutes les fois que je veux changer de station de travail, c'est sûr que, ça amène des pertes de temps, donc au niveau de la productivité, c'est moins intéressant. Puis aussi, il y a le fait qu'on a observé que quand ça arrive, ça, les gens, finalement, ils ne prennent plus le temps de bien s'ajuster. Fait qu'ils ne réajustent plus la chaise, ils ne repositionnent plus leurs équipements parce qu'ils ont déjà l'impression d'être en perte qu'ils perdent leur temps. Donc, ils ne se réinstallent pas confortablement ou convenablement. Et donc, ça les amène à travailler dans des positions qui ne sont pas idéales. Le troisième élément, c'est au niveau des TI. Donc, il faut que ça soit au point avant de faire ce virage-là. On parle du téléphone, d'ordinateur portable, des stations d'accueil ou encore des docking stations. Les entreprises là, qui passent au mode d'aménagement flexible, puis que ça fonctionne, c'est celle pour qui le virage technologique a déjà été fait, puis surtout qui est bien implanté puis qui roule bien. Sinon, ça amène encore une fois insatisfaction, perte de temps. L'autre élément, évidemment, c'est que les employés doivent être habiles et autonomes à ajuster leurs équipements de travail. Ça fait quelques fois que vous l'entendez, celle-là. Pourquoi? Parce que là, je vais changer régulièrement d'espace. Donc, il faut que je sois apte à ajuster ma chaise convenablement, puis il faut que je sois habile à le faire aussi rapidement, puis que je sois responsable aussi, que je m'assure que mes employés connaissent l'importance de bien s'ajuster puis qu'ils le fassent systématiquement. L'autre élément, c'est au niveau des zones de travail. Donc, selon la nature du travail, par exemple, je peux avoir des zones du travail de collaboration, du travail de concentration. Donc, c'est important que je fasse une bonne analyse de mes postes et des types d'emplois que j'ai pour m'assurer que j'ai un nombre suffisant de chacun des types d'aménagement dans l'environnement. Puis, finalement, le plus possible, c'est d'avoir du mobilier et des équipements qui sont standardisés, tout simplement pour minimiser le temps d'adaptation. Ça peut être aussi simple de parler, par exemple, du modèle de clavier qui est au poste ou encore de la chaise de travail. Donc, c'est sûr que si j'ai des modèles de chaises différents, nécessairement, les gens ils ont plus de difficultés à connaître les manettes, les particularités, puis ça va être un petit peu plus long là, pour eux pour s'ajuster adéquatement. Maintenant, le dernier élément, la dernière tendance dont je voulais vous parler ce matin, c'est celle du télétravail. C'était pas prévu qu'on en parle en fait aujourd'hui dans le webinaire, mais comme si on a beaucoup de questions de nos clients à ce sujet-là, on voulait quand même vous donner les grandes lignes. Donc, en gros, là, le télétravail, il y a des avantages à différents niveaux. Donc, si on regarde pour l'employeur, c'est sûr qu'il y a des avantages qui sont de l'ordre financier. Un peu comme pour les postes non assignés, ça permet de réduire le nombre de postes dans l'entreprise. Ça permet aussi d'éviter des dépenses notamment au niveau des équipements ou encore des trucs qu'on pense moins, mais qui ont un impact, par exemple, au niveau du stationnement. Maintenant, pour l'employé, ça peut être aussi avantageux pour lui si on parle juste de conciliation travail-famille, donc en éliminant le temps de déplacement. On s'entend pour certaines personnes, c'est 1 heure, 2 heures par jour qui passent dans le transport en commun ou encore dans la voiture. Donc, c'est sûr que ça devient un avantage pour eux. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est le CIFRIO. Donc, le CIFRIO, attendez, je vais vous sortir le centre de attendez, 2 petites secondes, je cherche le Centre francophone d'informatisation des organisations. En fait, il a fait une étude, ça date un petit peu, c'est 2001. Mais cette étude-là, vous pouvez la retrouver sur Internet, puis elle est super intéressante parce qu'elle permet de faire beaucoup de constats, puis elle a des valeurs de référence comme celles que vous voyez ici. Notamment, ils ont fait une étude auprès de 7 entreprises québécoises qui offraient le télétravail. Puis, en fait, ils ont permis de déterminer qu'il y avait une hausse de productivité de l'ordre de 10 à 30 dans ces entreprises-là. Donc, c'est sûr qu'avec ce genre de constat-là, ça
ça ajoute en fait aux avantages là, du télétravail. Maintenant, les enjeux qui sont liés à ça, c'est surtout du fait que l'employeur a très peu de contrôle en fait sur l'environnement dans lequel les gens vont travailler. On parle de l'environnement, mais on parle aussi des équipements qui vont être utilisés, tout ça. Donc, potentiellement, bien, ça fait que les gens pourraient travailler dans des situations où ils sont moins bien positionnés, ils n'ont pas nécessairement des bons équipements ou qualité, ce qui fait qu'il y a peut-être plus de probabilité en fait de développer des problèmes musculo-squelettiques. L'autre élément aussi, c'est qu'au niveau des lois et des règlements, ça n'a pas été anticipé, ça. En fait, la LSST, le RSST, tout ça, bien, ça a été rédigé, puis ça date avant, en fait, les gros changements technologiques qui ont permis d'amener le télétravail. Donc, ça fait qu'on se retrouve dans une sorte de vide juridique en ce qui a trait notamment au niveau des obligations de l'employeur. Donc, d'ailleurs, on en parlait avec des gens de la CNSST, puis même eux, en fait, ne sont pas certains encore de comment, en cas d'accident ou de maladie professionnelle, ça va être adressé dans le cas du télétravail. Donc, il y a de plus en plus de jurisprudence à ce niveau-là, mais on est quand même vraiment au tout début là, de ce nouveau mode de travail. Là. Donc, nécessairement, là, on est dans une zone encore un peu dans le gris. Maintenant, même si au niveau légal, il n'y a pas vraiment d'encadrement pour le télétravail. Donc, comme employeur, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour structurer le télétravail. La première étape, c'est de fournir des critères ergonomiques à respecter pour l'achat du mobilier et des équipements de travail. Donc, on s'assure un minimum de qualité pour le choix des équipements pour les gens à la maison. Le deuxième élément, c'est de former les employés sur comment utiliser ces équipements-là, comment bien se positionner à leur poste de travail. Puis là, ça devient d'autant plus important, en fait, parce que là, ils vont être à la maison, donc c'est sûr qu'il faut privilégier l'autonomie et la responsabilisation. Puis le dernier élément, c'est de faire des audits auprès des employés, que ce soit par exemple par un responsable de l'organisation ou encore un intervenant externe pour s'assurer que les critères ergonomiques sont respectés dans l'environnement de travail, dans ce cas-ci qui est à la maison. Donc, si vous voyez où je m'en vais, on revient encore aux trois mêmes actions stratégiques. Donc, on élimine les risques avec le bon choix des équipements, on s'assure que les gens sont outillés adéquatement, qu'ils sont responsables, et puis finalement, on assure le suivi ici pour être sûr que ce qui est mis en place, en fait, ça fonctionne bien. Donc, essentiellement, c'est qu'en mettant tout ça en place, vous allez vous assurer de fournir une base qui vous permet d'offrir le télétravail dans un contexte qui va être favorable, mais aussi dans un contexte qui va être sécuritaire. Si on résume, en fait, tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, le premier élément qu'on doit retenir, c'est qu'un programme d'ergonomie, c'est pas juste de faire l'ajustement des postes de travail. Ça, c'est juste un petit morceau, en fait, dans le casse-tête. Il faut mettre en place, en fait, un processus de gestion qui est intégré de l'ergonomie, qui va vous permettre de faire trois choses. Donc, gérer puis éliminer les risques à la source, former vos employés selon leur rôle et puis selon leurs responsabilités, puis finalement, agir rapidement en cas de douleur. Donc, si vous mettez tout ça en place, vous allez vous assurer d'avoir des employés qui sont en santé, mais aussi qui sont productifs. Maintenant, pour ce qui est des tendances en ergonomie de bureau, le premier élément que je veux vous retenir aujourd'hui, puis qui devrait guider vos choix dans le futur, c'est qu'il faut dynamiser le travail. Peu importe dans la façon dont vous allez vous y prendre, que ce soit avec des tables ajustables ou par d'autres moyens au niveau organisationnel, c'est de plus en plus clair que la position assise prolongée est à l'origine de plusieurs problèmes de santé, puis nécessairement, on doit l'adresser. Puis finalement, peu importe la tendance, là, que ce soit un équipement, un mode d'aménagement, c'est toujours le même principe qui s'applique. Donc, il faut toujours revenir aux trois actions stratégiques, c'est-à-dire de choisir les bons équipements pour éviter d'introduire des risques, de former les employés pour qu'ils soient accompagnés adéquatement dans la gestion du changement. Puis, c'est de s'assurer de faire le suivi aussi pour assurer la pérennité et l'efficacité des actions et des moyens que je mets en place. Dans le fond, c'est pas plus sorcier que ça. Donc, voilà, ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous remercie pour votre participation. Donc, je voulais vous dire aussi, si jamais vous n'avez pas le temps de poser votre question ou que vous y pensez après le webinaire, vous pouvez aller sur notre site Internet, là, vous voyez l'adresse qui est ici. Il y a plein d'outils, notamment, entre autres, un aide-mémoire pour l'ajustement du poste de travail informatique. Il y a aussi une grille pour aider à choisir des modèles de chaises, par exemple. Donc, vous pouvez aller directement là ou encore vous avez mes coordonnées. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, voilà, je redonne la parole à Marie-Christine. Merci beaucoup, Mme Goyette, pour cette belle présentation. Sachez à tous que nous vous enverrons sous peu la présentation en format PDF. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la période de questions. J'ai déjà eu une première question. Je vous invite à les ajouter sous l'onglet questions sur la plateforme GoToWebinar.
D'abord, il y a une première question. Pour les stations debout ou en marche, est-ce qu'il y a un temps pour lequel se limiter? Oui, pour le travail debout, en fait, c'est une super bonne question. En fait, ce qu'on veut éviter, là, c'est le travail statique. Qu'il soit assis statique ou debout statique, dans les deux cas, il faut éviter d'avoir des positions qui sont prolongées. Donc, pour le travail debout, généralement, l'idée, là, c'est de se lever quelques minutes puis c'est de se rasseoir tout simplement. Donc, il y a une étude là, de Cornell University. Eux autres, c'est intéressant ce qu'ils mettent de l'avant, en fait, comme recommandation. Ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait rester 20 minutes assis, 8 minutes debout, puis on devrait passer 2 minutes à peu près en mouvement. Ça veut dire quoi en mouvement? Ça veut dire aller chercher un document, aller chercher un verre d'eau, des choses comme ça, donc bouger un petit peu plus. C'est comme un cycle de 30 minutes qui devrait se répéter. Donc, essentiellement, là, ce que vous devez retenir, c'est qu'on reste pas on reste pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures debout, parce que là, on va arriver avec des problèmes qui sont différents, mais quand même, par exemple, des inconforts au niveau des membres inférieurs, au niveau du bas du dos, au niveau musculaire puis vasculaire aussi, ça a un impact qui peut être un petit peu négatif. Donc, l'idée, là, c'est de rester dynamique. C'est vraiment l'ordre d'idée qu'on doit avoir. Merci pour la question. Merci aussi pour la réponse. J'ai reçu une question. En fait, une personne demande si j'achète du mobilier qualifié par mes fournisseurs ergonomiques, pourquoi devrais-je également faire appel à un ergonome? Donc, si j'achète du mobilier qui est qualifié comme ergonomique, dois-je faire appel également à un ergonome? Oui, OK. Oui, ben oui. La réponse est oui, tout simplement. En fait, la raison pourquoi on recommande toujours de faire affaire avec un ergonome, c'est que le terme ergonomique, en fait, ça veut dire plein de choses et rien à la fois, dans le sens que ça peut être utilisé un peu n'importe comment, puis présentement, le terme ergonomique, c'est surtout un outil marketing, en fait, pour vendre des équipements puis vendre des produits. Donc, l'idée, c'est que pour qu'un équipement qui est ergonomique, dans le fond, c'est un équipement qui va être adapté à l'utilisateur, qui va être adapté à la tâche, puis qui va lui permettre d'être confortable et efficace au travail. Ça veut dire que c'est pas vrai que tout est ergonomique tout le temps, puis que ça s'adapte à tout. En généralement, c'est pas ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, pour le choix d'un équipement, le meilleur exemple, je vous dirais, là, probablement, c'est la chaise. Toutes les chaises qu'on retrouve présentement sur le marché, ou presque, ils ont toute la notion ergonomique, mais je peux vous dire qu'il y en a des très bonnes, puis il y en a d'autres des particulièrement moins intéressantes. On va dire ça comme ça. Donc, c'est important que la chaise, le choix soit basé sur des critères, comme par exemple ceux de la norme CSA Z412. Donc, il y a des minimums d'ajustements qu'on doit avoir pour qu'un équipement ou pour qu'une chaise soit réellement ergonomique. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le genre d'information nécessairement que le fournisseur ou le fabricant va vous donner. Donc, c'est important de ne pas juste se fier pour dire, ben oui, on m'a dit que c'était ergonomique, la chaise, c'est la meilleure, mais il faut faire des vérifications avant. Là. Merci beaucoup. J'ai d'autres petites questions qui s'ajoutent. Est-ce que vous pourriez juste, avant que je passe à une autre question, Mme Goguette, renommer le nom de l'application Google dont vous aviez parlé? Oui. Attendez 2 petites secondes. C'est le Stand-Up Timer. Puis ça, c'est dans Google Chrome. Fait que vous pouvez aller la chercher, elle est gratuite. Puis c'est vraiment, c'est une application qui est super le fun. En fait, c'est vraiment un petit pop-up qui apparaît un peu comme quand vous recevez un courriel dans Outlook. Donc, ça apparaît dans le bas de votre écran, puis ça vous permet de vous rappeler en fait que c'est l'heure de se lever, tout simplement. Parfait. On me demande, est-ce qu'il y a un document de référence clair et fiable que l'on peut transmettre à nos employés pour les aider à améliorer leur poste de travail? Vous aviez mentionné que vous aviez un aide-mémoire sur le site de Entract. Oui, c'est ça. Mais en fait, si vous allez sur notre site internet entrac.ca, vous allez pouvoir aller le trouver dans l'onglet justement ergonomie de bureau, qui est notre spécialité, une de nos spécialités. Puis si vous cliquez là, vous allez avoir un lien sur l'aide-mémoire pour l'aménagement du poste de travail informatique. Puis là-dedans, vous allez avoir tous les repères sur c'est quoi comment je devrais positionner mes équipements sur la position de mes segments aussi, les coudes au niveau près du corps, l'angle au niveau des genoux, la hauteur de l'écran, la distance. Vous allez avoir toutes ces informations-là. Puis vous allez même aussi avoir des trucs, d'autres trucs, notamment au niveau des touches raccourcies, si on a des lunettes à foyer progressif. Donc, c'est vraiment un aide-mémoire qui est très complet là, que vous pouvez utiliser puis diffuser à l'intérieur de votre entreprise.
Merci beaucoup. Une petite question qui est apparue. Que pensez-vous, des écrans ultra larges 21 par 9 comme alternative au multi-écran? Oui, c'est une option intéressante, ça. En fait, c'est une option intéressante qu'on voit très peu, mais qu'on aime beaucoup dans le sens que cet écran-là nous permet de faire en anglais, je m'excuse, c'est un split screen. Donc, juste avec des touches raccourcies, qui est la touche Windows, puis la flèche à droite, flèche à gauche, ça nous permet de séparer nos fenêtres d'application moitié-moitié. Donc, c'est comme un autre moyen de pouvoir, c'est comme si on avait deux écrans, en fait, en un. Donc, oui, c'est une option qui est très intéressante aussi. Parfait. Une question que j'aime bien à faire importante pour tous. Si je veux pouvoir me lever souvent, comment dois-je le faire valoir à mon employeur et à mes collègues? Oui. Ouais. En fait, ça, je vous dirais, c'est beaucoup une question de culture d'entreprise. Donc, c'est important. Je pense que justement, on en a parlé aujourd'hui dans le webinaire. Il y a plein de références, il y a plein d'études qui sortent. La sédentarité au travail, mais en fait, la sédentarité partout. Faut le dire, là, c'est pas juste au travail. C'est quelque chose qui doit être adressé. Fait que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir dans les espaces, dans les environnements de travail. Puis, ben, comme on passe à peu près la moitié de notre temps éveillé au bureau, ben, ça fait du sens là, de chercher à dynamiser le travail aussi au bureau. Fait que je pense que l'important, c'est surtout d'amener justement ce changement de culture-là, puis d'essayer de pousser dans ce sens-là pour éviter, parce que en fait, il y a des entreprises, moi j'ai déjà vu une place où c'était mal vu d'aller à la salle de bain en dehors des heures de pause. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, ça devient difficile de justifier que je vais me lever puis que je vais bouger. Donc, c'est important d'y aller, en fait, sur le fond qui est plutôt au niveau de la culture de l'entreprise puis promouvoir les saines habitudes de vie. Oui, très bonne option. Et aussi d'en parler, de faire la promotion si l'employeur décide de dire, ben écoutez, moi, la santé de mes employés m'importe. Donc, c'est une façon que je décide de mettre en place un programme, donc par l'ergonomie des stations de travail, par l'encouragement, en fait, des gens à se lever. Je pense que c'est aussi de rappeler ce mot d'ordre-là à tous les employés et aussi aux différents niveaux de direction. Ça, je pense que ça pourrait être un élément intéressant à aborder. Oui, tout à fait. Comment rendre, peut-être que ça sera mentionné dans votre aide-mémoire, mais comment rendre les espaces ergonomiques à peu de frais? Ai-je absolument besoin de dépenser beaucoup d'argent pour ce faire? Non, en fait, c'est ça la beauté. En ergonomie, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tous les gadgets qui portent justement le nom ergonomique. Tu sais, la souris ergonomique, le clavier ergonomique. En fait, là, souvent, là, les gens, pour la majorité des gens, le bon vieux clavier, la souris standard, tout ça, en fait, ça fonctionne très bien pour une majorité de gens, justement. Fait que c'est pas de se lancer dans tous les gadgets. En fait, c'est de faire les bons choix au bon endroit. C'est-à-dire, c'est de choisir un mobilier dans les erreurs qu'on voit les plus fréquemment, là, de la bonne hauteur. OK? Ça, c'est la première chose. Parce que si mon bureau est à la bonne hauteur, en fait, c'est que là, j'aurais pas besoin d'acheter des appuis-pieds pour tout le monde. J'aurais pas besoin de racheter des tiroirs claviers pour les gens qui sont plus petits. Ça me permet d'éviter des dépenses, en fait, supplémentaires qui résulteraient, en fait, d'un mauvais choix d'équipement. Donc, l'idée, c'est de bien choisir son mobilier, sa hauteur de bureau. C'est de choisir une bonne chaise de travail. Ça vaut la peine d'investir à ce niveau-là. Donc, elle a des bons ajustements de base. Donc, on parle de l'assise qui est ajustable en hauteur, en profondeur, d'avoir un bon support lombaire au niveau du dossier qui s'ajuste lui aussi en hauteur. Donc, pas juste un dossier, ceux qu'on voit en filet ou en mèche là, qui n'amènent pas de support. C'est très confortable au départ quand on s'assoit dedans, mais pendant 4, 5, 6 heures par jour, ben, ça manque de support. Puis ça amène des inconforts par la suite. Donc, c'est juste de faire les bons choix au bon moment. Puis c'est vraiment là qu'on évite là, de faire des erreurs qui après nous amènent à soit acheter des équipements supplémentaires ou à changer des équipements. Donc, essentiellement, là, c'est ce qu'on doit retenir. Puis c'est surtout, c'est de ne pas se lancer dans la mode du gadget là, ergonomique. Là. Alors, je vais prendre une dernière question. Merci beaucoup d'ailleurs pour ces réponses. Est-ce que vous recommandez à tous vos clients la position de travail assis debout? On en a parlé un petit peu, mais sensiblement, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à tous? Bien, en fait, ce qu'on va recommander à tous nos clients, c'est de dynamiser le travail. Donc, que ce soit par la position assis debout, là j'imagine qu'on fait référence à la surface de travail qui est ajustable. Ça peut être un moyen, mais comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, là, selon la nature du travail, il y a des gens
oui, qui sont assis pendant 8 heures par jour puis qui n'ont pas nécessairement l'occasion de se lever. Par exemple, le centre d'appel, là, ça c'est un super bon exemple. Les gens, ils ne peuvent pas vraiment bouger, ils ne vont pas à l'imprimante, ils doivent être disponibles au téléphone, tout ça. Ça, c'est des gens pour qui c'est une option intéressante. Pour les autres qui, par exemple, qui font des professionnels, qui sont en rencontre régulièrement, qui sont sur la route, tout ça, s'ils passent déjà moins de 50% du temps à leur bureau assis, ben, ça devient un petit peu moins important, en fait, d'implanter ce genre d'équipement-là. Donc, ce sur quoi on doit miser, c'est surtout au niveau organisationnel, c'est de mettre en place des mécanismes, donc les micro-pauses, exercices d'étirement, juste au niveau de l'aménagement aussi, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, au lieu d'avoir l'imprimante à côté de mon bureau, je mets une imprimante centralisée. Fait que les gens sont obligés de se lever, sont obligés de marcher, de mettre en place aussi les fameux walking meetings ou juste d'être debout dans la salle de rencontre. Vous allez voir aussi les gens, là, les rencontres vont être pas mal moins longues. Fait qu'il y a d'autres aspects intéressants à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de favoriser le dynamisme dans votre espace de travail, là, peu importe le moyen technique ou organisationnel que vous allez utiliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les questions que nous avons reçues. Merci à vous, Mme Goyette, pour les réponses. Avant de quitter, je tenais également à remercier nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à votre écran. Leur implication fait en sorte de permettre au groupe Entreprises en santé de réaliser de grands projets. Enfin, je souhaite à nouveau remercier Mme Véronique Goyette de la compagnie Entrac. Entrac qui est fournisseur de services avec le groupe Entreprises en santé. Merci beaucoup, Mme Goyette, pour ces explications fort intéressantes et bien concrètes. Merci également à chacun de vous pour votre présence à ce webinaire intitulé Ergonomie de bureau. Est-ce que votre entreprise est ergonomique? En mon nom personnel et au nom des employés du groupe Entreprises en santé, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire. Bonne journée et merci. Merci.